Bien, bonjour, donc je m'appelle Xavier Picamol, je représente le lycée Jean-Baptiste Dumas à l'Est. Je vais laisser mes collègues se présenter, puis je reprendrai la parole. Oui, bonjour, donc Jérôme Escoffier, j'enseigne au lycée Mistral, en filière scientifique. Oui, bonjour, c'est bon là. Moi, je suis Didier Cartier, j'enseigne la philosophie au lycée d'Odéanie, en prépa littéraire. Voilà, donc pendant quelques minutes, je vais vous présenter un petit peu la classe préparatoire que je représente. Vous allez voir que nous allons tous avoir un discours très commun. En fait, on va détailler surtout les spécificités parce qu'on représente des filières différentes. Mais vous allez voir que le fond de notre propos est strictement le même. Donc moi, je représente une classe préparatoire technologique, donc qui s'adresse spécifiquement au STI. D'accord? C'est-à-dire que nous ne recrutons que des STI. Mais vous allez voir que ce que je vais dire, mes collègues vont en répéter une grande partie. Donc, vous mettez le dépendant, c'est bon. Nos classes préparatoires, il en existe quelques-unes en France, à peu près une par académie, comme je disais, sont réservées aux filières STI. S'il y a un certain nombre de choses que vous devriez tous retenir à la fin de cette intervention, c'est que les classes préparatoires sont une voie absolument normale. Si quand vous étiez en troisième, que vous avez envisagé d'aller passer le bac, ça ne vous est pas venu à l'idée d'aller chercher ailleurs qu'au lycée. Vous êtes inscrit au lycée, c'est tout à fait normal. Les classes préparatoires, c'est une voie normale. Quelqu'un qui veut devenir ingénieur, bon, pour nous, c'est plutôt ingénieur. En prépa littéraire, c'est un petit peu des objectifs différents, mais ce sont des voies normales. Donc, si vous êtes là, ça veut dire que vous envisagez de devenir ingénieur ou de faire des études supérieures dans l'enseignement, dans le domaine littéraire, il faut vraiment sérieusement envisager ça. Il faut aussi savoir que nous ne recrutons pas des petits génies. Si on faisait ça, on aurait à peu près un élève par an. Il n'y aurait plus de classe en France. Tous les élèves qu'on recrute depuis 50, 60 ans, nos prépas existent depuis des dizaines d'années, on ne recrute que des gens tout à fait normaux. Alors, il y a toujours quelques-uns qui sont très forts, mais les autres, ce sont des gens normaux, comme vous et moi. Donc, aller en classe préparatoire, ça n'a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas réservé à des extraterrestres. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Ensuite, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les classes préparatoires ont des taux de réussite qui sont excessivement élevés. C'est pas notre classe préparatoire en particulier, c'est le cas de la nôtre, mais c'est le cas de toutes les autres classes préparatoires. Les taux de réussite sont excessivement élevés pour une raison simple, c'est que c'est fait pour. Quand vous allez au bac, vous avez des taux de réussite qui sont élevés. C'est normal parce que la terminale prépare au bac. Ça n'a rien d'exceptionnel. D'accord? Donc, je répète encore ce que je viens de dire plusieurs fois. Quelqu'un qui veut devenir ingénieur aujourd'hui, eh bien, s'il passe par une classe préparatoire, il a entre 80 et 100% de chances de rentrer dans une école d'ingénieur. D'accord? Et je répète, ces taux de réussite ne sont pas dus au fait qu'on ne recrute que des petits génies, c'est dû au fait que les 2 années de classe préparatoire sont faites spécialement pour réussir. D'accord? Que vous alliez en scientifique, en technologique ou en littéraire, c'est strictement pareil. Alors les taux de réussite sont un peu différents en littéraire. Voilà. Ça c'est une des choses. Vous voulez bien avancer les diapos? Voilà. Donc très rapidement, surtout pour les élèves de STI, voilà l'organigramme que vous connaissez bien. Je sais que souvent les STI, vous êtes tentés par des alternatives comme les BTS ou les DUT. Si vous envisagez de devenir ingénieur, moi je vous conseille franchement d'éviter les BTS. Pas parce que c'est pas bien, mais seulement c'est pas du tout le même objectif. Il faut savoir que ces deux voies-là sont des voies diplômantes. C'est-à-dire que quand vous sortez d'un BTS et d'un DUT, vous avez un diplôme et vous pouvez aller vous vendre sur le marché du travail. Vous aurez un salaire en conséquence de vos compétences. Mais ce n'est pas fait pour aller en école d'ingénieur, même s'il y a quelques flèches qui montrent que c'est possible. C'est possible, mais c'est excessivement compliqué. La voie normale, elle est là. Il n'y a pas trop à hésiter. D'accord? Donc, après, ce qu'on peut vous dire, voilà, ça, vous pouvez passer, s'il vous plaît, à la prochaine, peut-être. Voilà, ça, c'est ce que vous disiez aussi. Voilà. Un des points sur lesquels il faut insister, donc ça, c'est les points scientifiques que représente mon collègue. Nous, on est là, STI et STL. Vous voyez, ce qui est très important, c'est regarder le nombre d'inscrits, le nombre de places et le pourcentage offert au concours. Vous voyez que si vous êtes en STI ou en section scientifique,
Bon, les chiffres sont, en quelques années, ils sont plus trop à jour. Enfin, ça vous donne une idée. Vous voyez que vous avez exactement le même nombre de places. Donc, quelqu'un qui rentre en STI, il a exactement le même nombre, le même pourcentage de chances de devenir ingénieur qu'un élève de scientifique. Bon. Donc, tout ça pour dire que ça n'a rien d'exceptionnel et que quand vous êtes en STI, envisagez de devenir ingénieur, ça n'a absolument rien d'exceptionnel. C'est normal. OK? D'accord? Et si vous rajoutez à ça les admis sur dossier, vous voyez qu'on arrive à quasiment 80%. Donc ça confirme ce que je vous dis, que les taux de réussite sont très élevés. Vous prenez des gens qui passent par un DUT, vous verrez que les taux de réussite ils sont extrêmement faibles. Alors il y a une raison simple à cette différence, c'est que quand vous allez rentrer dans une prépa technologique, jusqu'à présent, vous avez fait un bac technologique, vous étiez dans une voie technologique, vous avez passé un bac qui n'était pas en concurrence avec les scientifiques, en prépa, c'est strictement pareil. Vous aurez un programme technologique et vous aurez un concours réservé. Donc, vous n'êtes jamais en concurrence avec les scientifiques. Bon. Par contre, quand vous rentrez en école d'ingénieur, vous n'avez pas une étiquette sur le front avec marqué provient de STI, on s'en moque. Vous avez passé votre prépa, vous avez votre école d'ingénieur, on s'en moque. Bon. Par contre, si vous allez dans un DUT, alors certes, ça sera peut-être un peu plus facile, mais vous allez vous retrouver dans une promo avec, je sais pas, entre 100 et 150 personnes. Sur ces 100 ou 150 personnes, vous avez à peu près 80 ou 90% qui proviennent de S. Et les rares qui arrivent à passer en école d'ingénieur, ce sont ceux qui sont parmi les meilleurs. Donc ça veut dire qu'il faut que vous passiez devant tous les scientifiques pour être le meilleur de votre promo. Après, il faut que vous ayez une école sur dossier, ce qui n'est pas gagné, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui recrutent en unité. Et après, il faut encore que vous suiviez en classe en école d'ingénieur. Et moi, j'enseigne à l'école des mines d'Alès. Dans une promo, ceux qui ont des problèmes, c'est ceux qui viennent du DUT. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu une formation adaptée. Ce n'est pas parce qu'ils sont moins intelligents, c'est juste qu'ils n'ont pas eu la formation académique. Donc, envisager de faire une école d'ingénieur en passant ailleurs que par une classe préparatoire, c'est se traîner un boulet pendant plusieurs années. Alors, oui, ça c'est ce que je vous disais. Dans la diapo précédente, si vous voulez la mettre, voilà, juste un mot là-dessus. Le rôle d'une classe préparatoire, comme son nom l'indique, c'est une classe préparatoire, c'est de préparer à rentrer en école d'ingénieur, mais c'est aussi, ce que je vous disais, c'est que ça vous fournit les connaissances nécessaires pour suivre dans une école d'ingénieur. Ça, c'est vrai c'est pas particulier à d'autres classes préparatoires. C'est pour ça que les gens, enfin, quasiment toutes les écoles d'ingénieurs recrutent dans des classes préparatoires. Parce que ces gens-là, on sait qu'ils auront les connaissances pour poursuivre. Alors, un petit mot, donc ça, je vous l'ai dit, si vous voulez bien avancer à la prochaine. Voilà, donc, quels sont les ingrédients de ces taux de réussite? C'est que vous serez extrêmement bien encadré. Donc, pareil, ça, c'est des collègues qui diront la même chose. Vous êtes dans une structure scolaire. La vie d'un étudiant en classe préparatoire ressemble comme deux coups d'eau à celle d'un lycéen. Il y a des petits détails, mais d'accord. Donc, vous êtes en petit nombre. C'est maximum entre 30 et 40 selon les prépas. Donc, vous avez des effectifs faibles, vous avez un encadrement de proximité, tout est fait pour que vous réussissiez. Bon. Et si vous voulez, voilà. Et une autre question qui vous taraude souvent, qui vous fait hésiter, c'est qu'est-ce qu'il faut quels sont les ingrédients pour être un élève de classe préparatoire? À mon avis, mes collègues compléteront peut-être, mais il y a deux ingrédients essentiels, c'est la motivation et l'ambition. Si vraiment vous êtes motivé et que vous vous engagez dans un projet d'avenir qui tient la route, bien, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Parce que pendant les 2 ans de prépa, on vous tient la main du début à la fin, on vous aide, on fait tout pour que vous réussissiez. Nous, notre salaire, que vous réussissiez ou pas, est exactement le même. Donc notre seule satisfaction, c'est qu'à la fin, vous ayez votre école d'ingénieur. Donc on fait tout pour que vous réussissiez. Bon. Et alors, bien sûr, avoir un profil homogène est un atout, mais vous remarquez qu'on ne parle pas des notes. Il y a une raison simple, en tout cas, nous, moi, j'en parlerai pas, je ne sais pas ce que en dira mon collègue, mais la raison, c'est parce qu'on ne peut pas faire de corrélation entre les notes que vous avez en terminale et celles que vous aurez en classe préparatoire. Pas parce que c'est beaucoup trop dur, que vous allez avoir mauvaise note ou quoi que ce soit, c'est juste que les objectifs sont complètement différents. Le bac, c'est un examen. On vous demande d'avoir 10, vous avez votre bac. Point. En prépa, vous allez passer un concours. On vous demande d'être le meilleur possible. Donc déjà, les critères sont différents. Et ensuite, les exigences
qu'on exige de vous en terminale n'a rien à voir avec ce qu'on va exiger de vous en classe préparatoire. Donc, ça serait vous mentir de vous dire, ah ben, si tu as 18 en maths, oui, tu vas réussir. Ça encore, ça pourrait se comprendre. Mais il y a des élèves parmi vous qu'on recrute chaque année qui ont 10 ou 11 en maths et qui réussissent très bien. D'accord? Donc, ne vous focalisez pas sur vos notes. C'est sûr que si vous avez un profil homogène, que vous êtes pas mal partout, c'est bien. Mais si vous avez quelques faiblesses, c'est pas pour ça qu'il faut dire la prépa, c'est pas pour vous. D'accord? Ça sera forcément un peu moins facile que les copains, mais il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. D'accord? Je vous répète, les élèves qu'on a en classe préparatoire sont des élèves normaux. Il y en a qui sont brillants, il y en a qui sont moins forts. Alors on fait ce qu'il faut pour qu'ils réussissent. Voilà, bon, ça j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est que les IUT, c'est un peu problématique, on va pas revenir dessus. Grosso modo, si vous voulez bien mettre le diapo, je vous disais que la vie en classe préparatoire ressemblait à celle d'un lycéen. Vous retrouvez presque toutes les matières que vous avez au lycée. Bon, après, ça, il faudra adapter, par exemple, en littéraire, c'est complètement différent. Mais vous avez un bloc forcément scientifique qui est élevé. Vous remarquez que les horaires sont chargés. Il y a une raison à ça, c'est que la stratégie des classes préparatoires, c'est que vous avez beaucoup de cours, parce qu'on vous garde un maximum de temps en classe. Ça nous laisse le temps de passer beaucoup de temps avec vous, pour vous répéter les choses, expliquer, etc. C'est-à-dire qu'un élève qui est sérieux en prépa, qui est attentif en cours, normalement, à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, il a absorbé 80% de ce qu'il y a à savoir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, je dis que vous avez tellement de temps de répéter une chose qu'à force, vous en connaissez une partie. La stratégie universitaire, c'est un peu différent. Vous avez moins de cours, mais on compte sur votre autonomie pour aller travailler à la bibliothèque. Donc, il ne faut pas s'affoler des horaires, au contraire. C'est que là, en permanence, vous avez quelqu'un sous la main pour demander de l'aide et vous accompagner. Voilà, alors, un élément qui est important, c'est l'histoire de redoublement. Il faut comprendre que la classe préparatoire, c'est un bloc de 2 ans. Donc, normalement, il n'est pas scindable, c'est-à-dire qu'a priori, sauf catastrophe, si vous cassez les 2 jambes, vous avez une bonne raison. Mais si le conseil de classe estime que vous n'avez pas les capacités, ce ne serait pas vous rendre service de vous laisser aller en 2e année. Donc, le redoublement n'est pas possible en première année. Par contre, en 2e année, il est possible, et ça, c'est votre choix personnel. C'est-à-dire que ce qui arrive souvent, c'est que quand vous allez passer votre concours, vous gagnez un certain nombre de points. Et les écoles fournissent une grille avec des points. Donc, par exemple, si vous avez gagné 600 points, vous voulez aller dans une école qui en demande 500, ben vous y allez. Par contre, si vous voulez une école à 700, vous n'y allez pas. Et ce qui arrive très souvent, c'est que les élèves, après avoir passé leur concours, leur problème, c'est pas de dire j'ai pas d'école, c'est de dire j'ai plein d'écoles. Par exemple, j'ai accès à 10 ou 15 nouvelles écoles selon où vous êtes inscrit. Et ils ne savent pas trop quoi choisir. Et ce qui arrive souvent, c'est que les élèves disent, bon, ben voilà, moi j'ai le choix entre ces 10 écoles, mais c'est pas mon rêve, j'aurais préféré une autre. Donc dans ce cas, ils demandent à revenir une 2e année, ils font ce qu'on appelle une 5/2. Vous faites votre prépa en 3 ans, et en général, ces élèves réussissent mieux, forcément, vous refaites une année, et vous avez une meilleure vie. Il faut savoir que l'histoire du redoublement, enfin du redoublement, les élèves qui échouent, entre guillemets, en prépa au cours de la première année, ces élèves se réorientent. Et ces élèves-là, c'est pas la fin du monde, c'est pas des gens qui vont se pendre, c'est des gens qui réussissent très bien par une autre voie. D'accord? Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le risque est très très faible. Déjà, il est faible parce que les taux de réussite sont élevés. Et ensuite, il est faible parce que si par hasard ça se passe mal et que vraiment vous ne réussissez pas, vous aurez, entre guillemets, perdu 6 mois, voire 1 an de scolarité. Et il faut le mettre en perspective avec 40 ou 45 ans de carrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si vous étiez en train d'imiter une classe prépa, ben, tentez la classe prépa. Et puis, si vraiment vous n'y arrivez pas, vous reviendrez en IUT de toute façon. Vous aurez un petit décalage de quelques années. Mais au moins, vous ne serez pas toute votre vie à vous dire, mince, j'aurais pu tenter le coup, et quand vous verrez vos copains qui sont ingénieurs, vous direz, mince. Donc, c'est maintenant qu'il faut tenter votre chance. S'il y en a qui sont inquiets sur ce propos, je pourrais détailler avec vous après. Voilà. Et juste quelque chose de particulier à notre lycée, hein, l'internat, si vous venez chez nous, l'internat est, si vous êtes accepté chez nous, vous avez d'office l'internat, et la gare est située à quelques minutes à pied. Voilà. Ça, je pense que ça suffit, je vais laisser la parole à mes collègues. Oui. Oui, alors,
c'est fort important, effectivement. Ceux qui seraient intéressés, je vous conseille fortement de faire ce qu'on appelle un mini-stage. Donc, vous écrivez à cette adresse, c'est moi qui la reçois. Vous dites vous voulez faire un mini-stage, on vous inscrit et vous venez passer une journée dans notre lycée. Et ça, c'est vraiment le meilleur moyen de vous décider. Je vous garantis que tous les élèves qui viennent en mini-stage chez nous, ils arrivent en hésitant, ils repartent, ils n'hésitent pas. Ils s'inscrivent sur Parcoursup. Bon, parce qu'ils se rendent compte, ça vous permet de voir comment vivent vos camarades, ça vous permet de voir qu'ils sont très heureux, qu'ils sont très contents d'être là, que la vie n'est pas si mal là, et que tous sont comme vous, tout à fait normaux. D'accord? Donc je vous encourage fortement à le faire. Voilà. Merci pour votre attention. Oui, donc bonjour. Donc, moi, je représente le lycée Mistral donc, à Avignon. Sur les prépas donc scientifiques, PCSI, PSI. Alors, je vais reprendre exactement ce qu'a dit mon collègue déjà pour vous parler de l'évolution des classes préparatoires. Donc, ce n'est plus les classes préparatoires qu'on a connues il y a 30 ans, où là, c'était les 2 premiers de la classe, c'était la classe prépa, et puis ensuite, on ne recrutait pas plus que ça. Le nombre de prépas, il a doublé ou triplé depuis, et le nombre de places en école a vraiment augmenté très fortement. Donc, les prépas scientifiques ou technologiques, ou littéraires aussi, donc s'adressent à des élèves qui sont sérieux et motivés, pas du tout uniquement à ceux qui ont 18 ou 19 de moyenne. Ça, c'est des prépas ultra élitistes qui recrutent là-dessus. Sinon, le gros des classes prépa, on cherche voilà, des gens qui ont des résultats corrects, qui sont motivés, qui ont envie de travailler. Et ensuite, donc, avec des résultats au bout et des pourcentages de réussite qui sont très élevés. Alors, je vais vous détailler un peu le paysage général des prépas scientifiques. Bon, c'est pas très visible, mais le schéma est un peu compliqué aussi sur les différentes filières. Je sais pas si vous voyez bien là-dessus. Donc, vous avez 4 types de prépas scientifiques. MPSI, donc c'est celle qui est la plus maths, disons. PCSI, à peu près équilibrée en maths physique. La PTSI, pour ceux qui auraient fait des sciences de l'ingénieur. Et la MP2I, qui est une nouvelle filière qui s'adresse à ceux qui auraient fait maths NSI comme spécialité en terminale. Donc, les 2 voies, disons, plus classiques, MPSI et PCSI. Il n'y a pas le cycle M dans PCSI, mais il y a quand même un volume horaire qui est important en maths. Donc, et les 2 spécialités qui sont requises, donc c'est spécialité maths et physique. On a proposé quelques places à des gens qui auraient fait physique, SVT et maths complémentaires, par exemple. Je crois que de toute façon, tous les gens qui sont venus ont fait maths physique cette année. Donc, on s'adresse vraiment essentiellement aux gens qui ont fait maths physique. Alors, donc ça, c'est donc pour les premières années. Ensuite, en deuxième année, vous avez un peu des choix à faire, mais ça, c'est peut-être prématuré pour l'instant. Donc voilà, les 2 voies classiques, la voie un peu plus sciences de l'ingénieur et puis la voie très informatique. Alors, ensuite, quel débouché? Donc, je reprends ce qu'a dit mon collègue. Vous avez à peu près 250 écoles. Il y en a 200 qui recrutent sur 5 gros concours communs. Bon, je vous les ai détaillés. Vous avez ce qu'on appelle le 3A, le concours des INP, donc Grenoble, Toulouse, les grosses écoles d'ingénieurs publics. Le concours donc central Supélec le concours central Supélec, vous connaissez certainement l'école centrale Paris, grosses écoles sur ce concours-là, les arts et métiers, l'école navale par exemple aussi pour les officiers de la marine. Ensuite, vous avez le concours commun Mines-Pont qui regroupe une trentaine d'écoles très célèbres, donc vous avez Mines de Paris, Pont des Chaussées, etc., les écoles d'ingénieurs. Un concours un peu plus particulier qui recrute assez peu de monde, Polytechnique et Normal Sup. Et ensuite, vous avez des concours spécifiques. Vous avez l'EPITA, par exemple, qui est une école d'informatique qui fait son concours spécifique. Vous avez l'ISFA qui forme des actuaires, des gens qui vont travailler dans des banques et des assurances, qui fait aussi son concours spécifique. Donc, vous avez voilà, ces écoles-là qui regroupent, ces concours qui regroupent à peu près 200 écoles, donc des grosses banques communes. Donc, vous avez toutes ces écoles-là qui recrutent sur concours. Alors après, j'insiste aussi, comme m'a dit mon collègue, il y a aussi des écoles qui recrutent sur dossier. Donc, il y a des gens, par exemple, si on prend l'INSA, qui recrutent très haut après le bac. On a chaque année des gens qui sont en prépa chez nous, qui n'ont pas été pris à l'INSA après la terminale, parce que là, il faut des résultats extrêmement élevés, et qui récupèrent l'INSA après 2 ans de prépa. Donc, tout ce qui est... voilà, donc, alors ça, c'est après. Donc, tout ce qui est école qui recrute sur dossier après le bac, recrute aussi sur dossier après 2 ans de prépa. Donc, vous fermez absolument aucune école. Toutes les écoles post-bac recrutent aussi sur des élèves qui ont fait 2 ans de prépa scientifique.
Mon collègue a parlé de 80% de réussite, donc je confirme, vous avez énormément de place en école. Et ce qu'on appelle les concours aujourd'hui sert plus à vous répartir dans les écoles qu'à éliminer les gens. On avait fait la statistique sur la filière PSI, par exemple. Il y a à peu près 5300 élèves en PSI en France et il y a à peu près 5500 places en école d'ingénieur. Donc, ils sont là pour vous répartir dans les écoles, plus pour vous éliminer. Il y a aussi possibilité d'aller vers les métiers d'enseignement à l'université, puisqu'on vous être 120 crédits. Donc, vous faites 2 ans de prépa, mais vous ne recommencez pas en première année à la fac. Hein. Vous allez en 3e année à l'université. Donc, possibilité d'aller en L3 si vous voulez être enseignant en maths, en physique, etc. Donc, et après, c'est des poursuites d'études qui se passent en général très bien à l'université. Bon, il y a aussi d'autres écoles qui se sont ouvertes aux prépas scientifiques, en particulier les écoles de commerce qui veulent recruter des gens qui s'évoluent bien en maths, en particulier pour faire de la finance. Voilà, donc tout étudiant, j'insiste, sérieux et motivé, trouve une place en école. Alors, les études d'ingénieur, pourquoi il y a autant de places? Parce qu'il faudrait en former 40 000 par an et actuellement, on n'en forme pas assez. Donc, on a un déficit à peu près de 10 000 personnes chaque année. Donc, il y a vraiment une pénurie de scientifiques et une pénurie d'ingénieurs. Donc, c'est une voie vraiment d'avenir et avec beaucoup de débouchés à ce niveau-là. Les retours qu'on a des élèves, 90% des gens sont embauchés dans les 6 mois et 80% avant leur diplôme. Des salaires qui sont relativement élevés, à peu près 36 000 € annuels, donc le salaire brut, premier salaire, et la quasi-totalité des gens qui sont en CDI. Alors, je suis pas là non plus pour vous dire que c'est facile, c'est une formation qui est exigeante, hein, donc tout ça, ça demande du travail, mais des gens sérieux et motivés, ils y ont accès. Voilà, après, bon, vous avez des salaires et des taux de chômage qui sont très faibles. Alors, ensuite, plus précisément à Mistral, on est le même style de prépa que mon collègue à l'Est, c'est-à-dire une prépa qu'on appelle de proximité. On a une classe de PCSI, donc de première année, environ 35, voire 40 chaque année, ou 35-36 chaque année. Et une classe de deuxième année où il y a un peu plus d'étudiants, puisqu'il y a des gens qui redoublent. C'est à peu près un tiers de la classe. Là aussi, c'est des gens qui ont eu 20, 30, 40 écoles. Ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Donc, ils redoublent pour essayer d'avoir mieux. Donc, c'est assez courant de redoubler la deuxième année. C'est un tiers au niveau national. Voilà. Et ensuite, donc, un esprit d'entraide. On n'a qu'une classe de première année à 35. Donc, si on perd la moitié des élèves, on ne peut pas continuer. Donc, on est attentif à chacun de nos élèves. Vous allez voir après sur le nombre de gens qui passent en deuxième année, c'est élevé. On a une diversité d'étudiants. On a des gens qui sont très bons. On en a aussi la grande majorité qui sont sérieux, qui n'ont pas des notes exceptionnelles en terminale, pas du tout, mais sérieux et motivés, et ils vont quasiment tous faire une école d'ingénieur. Alors, les spécialités au lycée, en première, maths physique, et puis complété par SI ou SVT. En terminale, donc, on conseille vraiment maths physique. C'est possible aussi, je passe à la science de l'ingénieur dans votre lycée. Les gens qui auraient fait maths, sciences de l'ingénieur avec un complément de physique peuvent candidater aussi, même si peut-être que la voie PTSI leur conviendra mieux à ce moment-là. Nous, c'est vraiment essentiellement maths physique. Donc, on a une classe de PCSI en première année. Ensuite, on a une classe, ce qu'on appelle une classe de PSI. On peut aussi choisir d'aller en deuxième année PC pour ceux qui adorent la chimie. On n'a pas de classe de PC au lycée. On vous laisse pas dans la nature au mois de juin pour vous débrouiller. On a des accords avec plein de lycées. On les envoie souvent à Cézanne, par exemple, Alex, en classe de PC deuxième année. Voilà, donc ce qu'on a au lycée Mistral. Ensuite, donc je vous l'ai dit, vous passez les concours ou bien des écoles sur dossier et vous récupérez donc la totalité des écoles d'ingénieurs, y compris les écoles en 5 ans. École militaire, et puis université, normale sup, etc. Donc à Bac+3. Pendant que j'y pense, mon collègue a parlé des DUT, je rebondis dessus. Vous savez qu'il y a une réforme, donc ça s'appelle maintenant des BUT, ça passe en 3 ans. Le cursus, le programme n'a pas énormément changé, il a plutôt été étalé sur 3 ans, c'est plus professionnalisant. Et le but, maintenant, il est vraiment très clair, c'est une filière professionnalisante. Donc, les poursuites d'études, elles vont être quand même encore un peu plus réduites qu'avant. Et les retours qu'on a, c'est ce que dit mon collègue, les gens qu'on est pas dans l'école d'ingénieur, qui font forcément de la remise à niveau en maths et en physique toute leur première année d'école, c'est en général les gens qui sont passés par cette filière-là. Donc, c'est pas impossible d'accéder à l'école d'ingénieur, mais c'est 3 ans compliqués en école.
Et en plus, vous ferez 3 ans de BUT et vous intégrerez en première année d'école, pas en deuxième. Ça avait été demandé par les représentants des BUT de le faire entrer leurs élèves en deuxième année. Ça a été refusé par la commission des écoles d'ingénieurs. Donc, vous rentrez en première année et vous passez 3 ans d'abord en BUT. Voilà, donc c'est une loi qui reste exceptionnelle et qui, à mon avis, voilà, a une visée très professionnalisante maintenant. Pour le recrutement, donc c'est Parcoursup, on s'appuie sur les résultats de première et terminale en maths, en physique, en français, en anglais. Pas que les notes, les appréciations de vos professeurs, et puis vous avez votre chef d'établissement aussi qui met des avis en fonction de ce que dit le conseiller de classe. Alors, là aussi, je ne vais pas vous donner de notes en particulier, on discutera après s'il y a des questions. Donc, Parcoursup, par contre, j'insiste, soyez patients. On a 35 places, on reçoit à peu près 600 dossiers, on en classe à peu près 450. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut pas du tout dire que c'est impossible de rentrer, bien au contraire. On descend à peu près jusqu'à 400. Donc, quasiment tous les dossiers qu'on classe vont être appelés. Sauf que vous avez toutes les chances d'être en attente, puisque les meilleurs dossiers qu'on a, ils ont 19 de moyenne en maths physique, mais ils viennent pas chez nous. Ils ont candidaté pour un peu de sécurité. Donc, eux, il faut attendre qu'ils se décident. Et ensuite, comme vous avez, je crois, 10 vœux chacun, eux, ils occupent 10 places. Donc, il faut qu'ils se décident et qu'ils libèrent les 9 autres places. Et ensuite, ça va descendre. Donc, Parcoursup, vraiment, soyez patients. Si vous avez un dossier correct, ça va arriver. Donc, attendez que ça descende jusqu'à vous. Pensez à bien conserver vos vœux en attente chaque fois que vous validez. Sinon, si vous avez un oui et que vous ne dites pas que vous voulez conserver vos vœux en attente, ça va les enlever. Voilà. Et attendez que ça descende. Je vous dis, on est descendu, je crois, jusqu'au 400e de l'année dernière. Donc, voilà. Vous êtes 200e, mais il faut attendre un peu que ça arrive jusqu'à vous. Voilà. Donc, soyez vraiment patients là-dessus. Voilà. Ensuite, juste Parcoursup, une petite précision sur Parcoursup. Vous avez entendu le vœu principal, choisi dans le CPGE, PSI à Mistral, et vous avez 10 sous-vœux possibles, dans la même spécialité. Donc vous voyez, vous pouvez faire des vœux sans aucun problème, et ne pas hésiter, ne pas écarter un vœu CPGE. On a parlé de but il y a quelques minutes. Aussi, ce sont des vœux que vous devez faire. Ce que je voulais surtout dire, c'est qu'une fois que l'inscription est terminée, c'est terminé. On ne peut plus revenir en arrière. Donc, faites le maximum de vœux, ça ne vous coûte rien, et au moins, ça vous ouvre toutes les portes. Mais comme disait M. Escoffier, ne soyez pas spontané, restez encore, maintenez vos vœux, vous avez le temps de le faire, puisque vous avez jusqu'à fin juin pour éventuellement vous décider. D'accord? Donc, quand même, sur Parcoursup, petite transition, je suis désolé, mais je vais à partir du 20 décembre, c'est-à-dire dans 4 jours, vous aurez dans Parcoursup toutes les remontées de toutes les écoles, toutes les fiches actualisées seront faites, et à partir du 20 décembre, vous allez pouvoir consulter comme une base de données toutes les fiches qui vous intéressent par rapport à l'orientation que vous suivez, par rapport à vos vœux. Et donc, du 20 décembre au 21 janvier, vous aurez cette possibilité déjà de préconstruire votre dossier. À partir du 21 janvier, là, vous formulerez vos vœux. Je répète à nouveau, parce qu'on me pose toujours la question, oui, mais si je mets ce vœu-là en 1 et que, je ne sais pas trop, il n'y a plus de hiérarchisation. Vous pouvez faire 30 vœux si ça vous plaît, et choisir le 30e, parce qu'il y a diverses raisons qui peuvent intervenir. Si mes collègues de classe préparatoire veulent intervenir, ils interviennent. Mais voilà, donc sachez quand même que ne passez pas à côté de l'opportunité de faire des vœux, faites le maximum de vœux. Et surtout, les sous-vœux par spécialité. D'accord? Voilà, c'est ce que je voulais simplement dire pour Parcoursup. Et donc, c'est normal si la totalité de vos vœux quasiment sont en attente. C'est normal. Alors, quels avantages pratiques? Donc, on est une prépa publique, donc le coût est très modéré. Je crois que ça doit être 80 € l'inscription et une centaine d'euros pour l'inscription complémentaire à l'université. Donc, on est de l'ordre de 200 € à peu près.
C'est pas comme d'autres filières où là vous serez à 6 000, 7 000 euros l'année. C'est pas du tout non plus, c'est une formation publique. La proximité, j'insiste, c'est pas forcément la peine d'aller faire une prépa ou des études à 300 km. Vous avez plein de formations sur Avignon, Alès, Nîmes, etc. Vous n'êtes pas obligé forcément d'aller à Lyon, à Marseille ou à Montpellier. Donc avec un temps de transport qui est plus réduit. Le logement à Avignon, c'est pas le logement de Montpellier au niveau des prix des studios et des prix des logements, donc c'est nettement plus abordable. Et on a aussi des places en internat, pensez à faire les deux vœux, internat et sans internat aussi sur Parcoursup. Et puis bon, on n'a pas de DS le samedi matin, on finit le vendredi soir, donc on a un week-end complet pour les étudiants. Alors, quel résultat en PCSI, donc mon collègue a fait les statistiques. 7% d'abandon très rapide, donc là c'est des gens qui entrent en prépa et qui constatent que ça leur plaît pas du tout. 7% sur les 35 élèves, ça en fait 2 ou 3. Donc déjà la première semaine, ça leur convient pas du tout. Ensuite, l'immense majorité passe en deuxième année, donc 82% des dossiers qu'on avait. Et parmi ceux qui étaient restés la première semaine, vous en avez 90% qui passent. Donc en gros, il y en a 2 ou 3 pour qui ça convient pas du tout dès le début, et il y en a 1 ou 2 qu'on fait pas passer en deuxième année parce qu'ils sont trop fous. Donc, c'est pas du tout une voie qui est risquée. Il n'y a aucune autre filière qui a des taux de passage comme ça. Donc, si on prend en première année, le contrat, il est clair, on vous amène jusqu'aux écoles d'ingénieurs, à de très rares exceptions. Ensuite, sur 130 élèves qui étaient en deuxième année, les cas sur 2016-2020, il y en a seulement 4 qui n'ont rien obtenu. Alors, c'est ce que je vous disais, il y a à peu près autant de places que de gens qui se présentent au concours, donc pour rien avoir, il faut quasiment faire exprès, quoi. Il faut vraiment très mal cibler les concours qu'on passe. Donc, vous êtes assuré d'obtenir quelque chose. Et donc, on a 4 étudiants sur 130, donc 126 sur 130 qui ont eu quelque chose, donc 96,9% qui correspond à peu près aussi aux autres prépas scientifiques. On a quelques intégrations dans de très grandes écoles. En 2020, on en a eu un à l'ENS sur Loussier, puis ensuite on fait passer le concours. Et ensuite, on a eu quelqu'un aux arts et métiers. L'ENAC, c'est l'aviation civile à Toulouse, donc des belles écoles d'ingénieurs, dans plein de domaines très variés. Le modèle de la prépa, donc c'est beaucoup de maths, physique, matières que vous connaissez au lycée. Par contre, après en école, personne ne fait la même chose. Même au MINDALES, il y a plein de cursus qui sont différents à l'intérieur. Donc, vous ferez de l'aéronautique, de l'informatique, du management, de la finance, tout ce que vous voulez. C'est extrêmement diversifié à plein de écoles. On a le site internet où vous avez tout ce que je viens de vous dire. Et aussi avec des témoignages en plus d'étudiants, et aussi possibilité de faire une journée d'immersion, donc comme à Alès également. Allez sur le site du lycée, contactez directement le lycée, et la secrétaire vous prend un rendez-vous pour que vous puissiez passer une journée. C'est extrêmement intéressant. Vous passez une journée dans la prépa, vous allez en cours avec les élèves de première année, vous déjeunez avec eux, vous discutez avec eux, vous voyez comment ça se passe de l'intérieur, vous n'avez pas que le regard des enseignants. Donc, allez bien sur le site, vous tapez Mistral, le CPGE, et puis vous serez renseigné là-dessus et vous nous contactez. Bon, ça, c'est quelques écoles qui ont été intégrées sur les dernières années. Bon, je vous dis, il y a 250 écoles, hein, tout le monde trouve quelque chose. Et puis après, j'avais mis quelques témoignages. Alors, avec deux profils différents, comme disait mon collègue, c'est assez difficile de prévoir la réussite en prépa. Par exemple, le premier témoignage, c'était un très bon dossier, mention très bien, une étudiante très brillante qui a eu une très belle école dès le début. Le deuxième, c'était un 12-13 de moyenne en maths physique, il n'aurait jamais été pris dans une très très grosse prépa. Il est venu chez nous, il s'est révélé en prépa, il a beaucoup aimé ce qu'on a fait, il est rentré à l'ENAC en 3000, donc sur sa premier passage des concours. Donc si vous êtes sérieux, que vous êtes motivé, vous avez une place en école. Et la réussite n'est pas très prévisible. Un des moins bons élèves de ma classe l'année dernière, c'était un mention très bien. Et inversement, je vous dis, des gens à 12, 13 arrivent à se révéler en prépa très couramment. Donc, c'est difficile de faire une corrélation entre les deux. Donc, un dossier solide, quelqu'un de motivé, la prépa, elle est faite pour vous. Candidatez, essayez. Et puis, vous verrez que la réussite est là. Voilà, questions diverses, on va voir peut-être après. Je te laisse enchaîner sur Dodé. Je voulais juste apporter une précision concernant Parcoursup. Je ne sais pas si certains ont suivi mardi après-midi la conférence sur les bourses, les aides financières et les logements. Vous avez entendu parler de Monsieur Escoffier dire des beaucoup de logements sur Avignon, mais
sur le site du Crous, vous aurez aussi des résidences possibles, que ce soit sur Alès, que ce soit sur Avignon et que ce soit sur un immeuble. Donc, au moment de votre dossier Parcoursup, vous créez votre dossier Crous. D'accord? C'est le plus important. Comme ça, vous aurez le choix. Alors, on m'a souvent dit dans cette conférence, oui, mais moi, je vais prendre une résidence à Nîmes, mais je vais peut-être aller sur Avignon. C'est pas un problème. Votre dossier, il est créé. Vous aurez toujours le choix de le basculer, de le faire suivre et de changer vos vœux d'hébergement. D'accord? Voilà. Je vais passer la parole à Monsieur Cartier. Juste pour préciser, il y a 3 types de classes préparatoires. Des classes préparatoires scientifiques, il y en a des économiques, dont on parle quasiment pas ce matin, et puis des littéraires. Souvent, il y en a plusieurs, effectivement, il y a plusieurs filières sur un même établissement. C'est le cas à Daudet. Je pense qu'à Mistral, vous avez une prépa littéraire première année à elle. Je ne sais pas si demain, effectivement, il y en a d'autres, mais le fait est, si vous voulez, que par exemple, à Daudet, nous avons aussi des filières scientifiques, dont il a été question tout à l'heure. Donc, je ne suis pas là pour celle-là, mais sachez que c'est valable, ces filières-là. Autre information, pour la présentation de l'ensemble des filières, nous avons à Daudet une journée portes ouvertes, c'est le 22 janvier, samedi 22 janvier. Donc, c'est très intéressant, il y a tout le monde qui vient, il y aura une préparation filière par filière. Vous venez, vous voyez les professeurs qui vous expliquent le travail en long et en large, et ensuite, vous voyez aussi des étudiants qui sont là depuis 1 an, voire 2 ans, et qui vous diront effectivement ce qu'ils font et comment ils vivent ça. Donc voilà, effectivement, c'est le 22 janvier, il faut en tenir compte parce que je crois que c'est une journée particulièrement déterminante. Et puis nous faisons aussi, comme il a été question tout à l'heure, nous faisons des journées d'immersion. Vous pouvez choisir effectivement de contacter le lycée et de venir passer une journée dans une classe de votre choix, suivre tous les cours sur la journée. Et effectivement, ça aussi, c'est assez décisif. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à ma collègue, effectivement, qui explique ça sur un diaporama. Classe préparatoire du lycée d'Aude filière AL est une classe préparatoire littéraire. Elle accueille des élèves de terminale générale, quelles que soient les options qu'ils ont choisies dans le secondaire. S'il est préférable d'avoir suivi des options littéraires, ce n'est pas une nécessité pour entrer en classe prépa AL. Avant la réforme du bac, les classes prépa AL accueillaient déjà des élèves des sections scientifiques ou économiques qui ne réussissaient pas moins bien que les autres. Après avoir postulé sur Parcoursup, on entre donc en Hippocagne, abrégé HK, on dit aussi lettres supérieures, c'est la première année de classe prépa littéraire. Puis on poursuit en seconde année, on appelle cela la Cagne ou première supérieure. Et à l'issue de cette seconde année, les étudiants passent des concours d'entrée aux grandes écoles. Alors, 3 cas de figure possibles. L'étudiant ou bien, deuxième cas de figure, il n'intègre pas, c'est plus fréquent parce que l'école rejoint l'université, troisième année. Il n'a donc perdu aucun temps sur son. Enfin, troisième cas de figure, il fait une seconde cagne, on appelle cela QB, soit pour intégrer l'école qu'il soit pour rejoindre directement l'université. Première année, vous le voyez, des horaires très homogènes, français, philo, histoire, de langue vivante, géo et latin. La spécificité, et à vrai dire le grand atout de la classe prépa, consiste à proposer un enseignement pluridisciplinaire. Aucune des matières littéraires essentielles n'est sacrifiée. Toute communiquant l'étudiant on va poser des questions. essentiel. Vous n'avez pas de questions? Un petit mot sur le latin, parce que ça fait un peu peur à certains élèves. En réalité, c'est une matière indispensable pour faire des études littéraires. Il n'y a aucune nécessité à en avoir fait auparavant au lycée. Les étudiants en Hippocagne se répartissent en 2 groupes, débutants et confirmés. Et en regardant les témoignages vidéo de nos anciens étudiants, vous verrez que si cela fait un petit peu peur au point de départ, c'est normal qu'il puisse y avoir une certaine appréhension, c'est tout à fait formateur et un élève assidu et sérieux parvient à s'y mettre. Il faut également savoir que en première année, le lycée d'Audet propose une préparation spécifique pour les étudiants qui souhaitent intégrer un IEP dès l'Hippocagne. À l'issue de la première année de CPGE, les étudiants ont le choix entre 2 sections au lycée d'Audet.
la section Ulm, on prépare l'école normale supérieure de la rue d'Ulm et tous les concours de la banque d'épreuves littéraires, je vous en dirai un mot bientôt. Et puis deuxième possibilité, la section Chartes, voie B, on prépare l'école des Chartes et aussi certaines autres écoles comme les IEP ou l'école du Louvre. Voici quels sont les enseignements en seconde année section Ulm. On retrouve, vous le voyez, la même pluridisciplinarité qu'en première année, à l'exception de la géographie, mais qui peut quand même être conservée en option. Et puis, petite différence, les étudiants choisissent une matière de prédilection parmi toutes les disciplines enseignées pour en faire leur option. Donc, ils commencent à se spécialiser, mais doucement, tout en conservant cette belle pluridisciplinarité. Voilà maintenant la section Chartes, donc deuxième année. La pluridisciplinarité est toujours de mise, mais quand même, l'histoire occupe une place prépondérante. Il y a une vraie spécialisation en histoire. Et les étudiants abandonnent la philosophie. Ils ne sont plus obligés de faire du latin, ils peuvent en faire. De même, ils peuvent faire ou pas de la géographie et une LVB. L'étude des humanités est particulièrement formatrice. On apprend à connaître et à penser le monde, à réfléchir avec rigueur, à s'exprimer avec aisance. On apprend bien sûr à commenter des textes, des œuvres d'art. Cela va affiner la sensibilité esthétique. Cela va permettre d'acquérir une culture générale qui est tout à fait importante pour la suite des études. On apprend à lire en profondeur, avec rigueur, à comprendre vraiment ce que l'on lit, à parler avec aisance, bien sûr, à écrire. On est très attentif à l'acquisition de la langue, à une façon rigoureuse de s'exprimer. On apprend bien sûr à traduire des langues étrangères et à étudier leur littérature. Lire, analyser, comprendre, traduire, écrire, ce sont des fondamentaux qui sont donc donnés à haut niveau par la classe prépa et qui vont permettre ensuite aux étudiants de se diriger vers des débouchés professionnels extrêmement variés. Alors bien sûr, parmi ces débouchés figurent les métiers de l'enseignement et de la recherche, mais aussi les métiers du journalisme, des sciences politiques, en particulier pour ceux qui intègrent un IEP, les métiers du management, qu'ils soient culturels ou non, certains de nos anciens étudiants travaillent en entreprise, des métiers d'encadrement de la fonction publique, des métiers de la communication et de la traduction. Je vous engage à regarder les témoignages des anciens étudiants et à lire aussi leurs témoignages écrits sur le site du lycée d'Audet. On voit quelle est la diversité de l'insertion professionnelle. Certains sont devenus journalistes, avocats, entrepreneurs, orthophonistes. Donc des débouchés extrêmement variés et pas uniquement le professorat, bien sûr. Alors, cette facilité à faire des choses variées ensuite est largement due à la qualité du travail effectué en classe préparatoire. Celui-ci se caractérise par un rythme soutenu. Il est clair qu'on travaille beaucoup, ça n'est pas pour autant le bagne comme on le dit parfois, mais il faut être motivé et savoir qu'on va beaucoup travailler. J'ai parlé déjà de l'exigence de la pluridisciplinarité qui ouvre l'esprit à quantité de problématiques et de données. Les devoirs écrits sont très réguliers. Tous les lundis après-midi a lieu un devoir pendant 2 ans, ce qui va permettre aux étudiants de progresser de manière très conséquente. Par exemple, un étudiant qui avait eu 10 au bac de français en littérature, en lettres, a obtenu 19 à l'écrit à l'ENS Ulm, 20 à l'écrit en histoire et 20 en philosophie. Il a évidemment été admissible avec de telles notes. La classe prépa littéraire, ce sont aussi des interrogations orales très fréquentes. On dit que ça s'appelle des colles. En réalité, c'est un examen oral qu'on passe seul avec le professeur, ce qui permet de grands progrès dans la maîtrise de l'oral. Une grande attention est portée à l'acquisition des méthodes, comment construire, comment problématiser, comment organiser sa pensée. C'est vraiment un des grands atouts de la classe prépa. Et bien sûr, tout cela est soutenu par un encadrement attentif, le corps professoral étant particulièrement à l'écoute des étudiants pour les faire progresser
Il n'est pas rare que des années après, les étudiants gardent d'ailleurs des contacts avec leurs professeurs et continuent de leur demander des conseils. Sachez que vous pouvez venir en immersion, écouter des cours en CPGE AL au lycée d'Odé. Ce peut être une très bonne manière de vous familiariser avec les lieux, de poser directement vos questions et de voir concrètement comment se déroulent les cours et l'école. Un mot sur les débouchés du concours. Pour ceux qui ont choisi la section ULM, donc ils vont passer obligatoirement le concours de l'ENS ULM. Il figure en rouge en bas à droite parce que ça signifie que c'est le concours que l'on passe obligatoirement. Mais vous voyez que par le biais de ce qu'on appelle la BEL, la banque d'épreuves littéraires, les notes que l'on obtient à ce concours vont pouvoir être réutilisées, mutualisées en quelque sorte, pour passer beaucoup d'autres écoles dont vous voyez le nom s'afficher sur le diapo. Vous pouvez bien sûr aller sur le site de ces écoles pour obtenir des renseignements plus précis. Et puis la plaquette de présentation qui figure sur le site du lycée d'Odé vous donne aussi des détails sur les différents concours qu'on peut passer par label. Donc les sites, écoles d'interprétation, les IEP, des écoles de management, c'est-à-dire des écoles de commerce, les débouchés sont extrêmement variés. Pour ceux qui ont choisi la section charte, il faut obligatoirement passer l'école des chartes, qui figure aussi donc en rouge en bas comme concours obligatoire. Mais les élèves qui préparent l'école des chartes peuvent également passer des IEP de province, l'école du Louvre, et il faut savoir qu'une admissibilité à l'école des chartes permet une admissibilité de droit à l'IEP de Paris. Un mot sur les résultats de la CPGE-AL du lycée d'Odé. Plusieurs élèves ont intégré l'école des chartes, école particulièrement difficile. Ils ont ensuite été admis dans d'autres écoles ou concours, vous voyez, admission à l'ENSIB pour devenir conservateur de bibliothèque, à l'INP, Institut national du patrimoine. Le major 2012 avait donc fait sa cagne à Dodé et intégré l'école des chartes à Dodé. Ils peuvent aussi avoir passé l'agrégation d'histoire ou avoir obtenu un doctorat. En 2017, un élève a été admissible à l'ENS ULM. Il y a également une admission au diplôme de l'ENS. Et puis, 100% de réussite à l'IEP d'Aix en 2018, une intégration à l'ESIT en 2019, à l'IEP de Rennes en 2020. Le document résultat qui figure sur notre site vous donnera d'autres renseignements. Je l'ai dit, la plupart des étudiants n'intègrent pas une école à l'issue de la cagne, soit parce qu'ils ne l'obtiennent pas parce que c'est extrêmement difficile, soit parce qu'ils ne veulent pas intégrer une école. Ils sont venus pour se former de manière très dense, généraliste, de manière à poursuivre avec une grande aisance un cursus à l'université. Vous voyez sur cette diapo, à droite figurer les années universitaires en bleu, licence 1, licence 2, licence 3, puis les masters, et à gauche en rouge, l'équivalent des années en CPG. Cela signifie que, à l'issue de l'hypocagne, un élève qui ne voudrait pas aller en cagne peut aller directement en licence 2. À l'issue de la cagne, à l'issue de la deuxième année, il obtient pareillement ce qu'on appelle des crédits ECTS pour aller directement en troisième année de licence, en licence 3. Enfin, un élève qui cube, autrement dit qui fait une deuxième fois une cagne, qui refait une deuxième année qui refait une deuxième fois une deuxième année de classe préparatoire littéraire, un élève qui cube peut intégrer directement un master 1. Dans la plupart des cas, ça se négocie ainsi avec les universités. Donc c'est un parcours qui est entièrement sécurisé. On ne peut pas perdre d'année si on est assidu et sérieux, évidemment. On va directement à l'université après la classe prépa. La section AL du lycée d'Odé est conventionnée avec 3 universités, celle de Nîmes-Vauban, celle de Paul-Valéry Montpellier 3 et puis Paris-Sorbonne. Les étudiants valident dans ces universités leurs ECTS à l'issue du parcours en CPGE. Ils y poursuivent donc souvent leur cursus, mais ils peuvent bien sûr s'orienter en licence dans toute université de leur choix, y compris à l'étranger. Donc, ce n'est pas parce qu'on a validé ces ECTS, par exemple à l'université de Nîmes-Vauban, qu'on est obligé de faire sa licence dans cette université. On peut le faire dans n'importe quelle université en France et à l'étranger, alors dans le système de Bologne évidemment, en Europe via Erasmus.
Les parcours d'études en licence et master se font automatiquement dans les disciplines enseignées en CPGE. Donc, comme on fait de l'histoire, du français, de la philo, des langues, on peut aller en licence dans une des disciplines que l'on a donc étudiées en CPGE. Il arrive d'ailleurs régulièrement que les étudiants fassent une double licence et continuent donc de conserver une certaine pluridisciplinarité. Il faut savoir que la convention signée avec Nîmes Vauban permet de surcroît une intégration en droit en L2. Des réorientations sont également possibles au cas par cas, en histoire de l'art, en sociologie. C'est l'université d'accueil qui en décide, dans la mesure où ces disciplines ne sont pas enseignées en Hippocagne. Le lycée d'Audet, ce sont aussi des bibliothèques à proximité. Un CDI prépa dédié spécifiquement et exclusivement réservé aux étudiants de CPGE, ouvert plusieurs soirs par semaine jusqu'à 22 h. La bibliothèque municipale de Carré d'Art est à 10 minutes à pied. La bibliothèque universitaire de Vauban est à 15 minutes à pied. Ce sont aussi des résidences étudiantes très proches du lycée. Le lycée dispose d'un internat récemment et intégralement rénové, en particulier pour les élèves boursiers, et par ailleurs, il est réservé aux élèves de première année. La classe prépa, c'est aussi une vie étudiante conviviale, fondée sur l'entraide, sur une saine émulation. Les témoignages des étudiants le disent très fortement. Ils gardent en règle générale des souvenirs forts et nous, des amitiés solides dans ces années-là. On est très très loin de l'image du bagne, souvent véhiculée, et à tort, vis-à-vis de ces classes. Il faut savoir que la semaine se termine le vendredi soir, enfin après la fin des cours, donc les étudiants peuvent rentrer chez eux le week-end, ce qui permet de ménager une coupure. Le lycée est situé en plein centre-ville, une piscine à 5 minutes à pied, les jardins de la Fontaine à moins de 10 minutes à pied, un cinéma d'art et d'essai à 3 minutes, un théâtre à 8 minutes. Il est donc facile et très peu chronophage de se détendre, d'avoir des pauses qui sont évidemment importantes pour ménager une bonne hygiène de vie en classe prépa. Des activités culturelles facultatives sont proposées, le groupe des théâtres des CPGE, une journée d'études annuelle, diverses conférences. Et puis chaque année, en fin d'Hippocagne, les étudiants font un voyage à Paris avec le professeur d'histoire, qui leur fait bien sûr visiter la ville, des musées, etc., qui les emmène aussi assister aux oraux des ENS ou de l'école des Chartes, ce qui est très précieux parce que ça leur permet de se projeter sur les concours qu'ils préparent. La classe prépa du lycée d'Audet, c'est aussi un corps professoral nommé par l'Inspection générale de l'éducation nationale après une sélection rigoureuse. Il est constitué d'anciens élèves de l'ENS. Certains sont docteurs, cela signifie qu'ils ont soutenu une thèse à l'université, souvent d'ailleurs aussi publiée. Ils sont tous agrégés. Certains sont membres ou anciens membres des jurys de CAPES, de l'agrégation, des écoles de management. Je vous invite à regarder sur notre site la présentation de l'équipe enseignante. Surtout, ce corps enseignant est proche des étudiants et à leur disposition. Nous sommes vraiment là pour les faire progresser, pour les suivre. Beaucoup d'entre nous les suivent sur les 2 années, ce qui permet à l'issue des 2 années de bien connaître les élèves, de bien connaître leur profil intellectuel. Ils continuent d'ailleurs souvent de nous écrire par mail, de nous demander des conseils, longtemps après avoir quitté le lycée. Pour postuler en CPGE AL au lycée d'Audet, il faut bien sûr se connecter sur le site de Parcoursup. Vous trouverez toutes les dates, tous les renseignements sur ce site. Vous les trouverez aussi dans d'autres documents de notre site, celui du lycée d'Audet. Pour en savoir plus, il faut tout simplement consulter ce site. Vous y trouverez des témoignages vidéo et écrits de nos anciens étudiants, une foire aux questions, je l'ai dit, la présentation de l'équipe enseignante et des vidéos aussi de présentation du lycée d'Audet. Bref, tous documents qui pourront vous être extrêmement utiles. Pour toute question supplémentaire, vous pouvez appeler la vie scolaire du lycée d'Audet, en particulier pour faire une immersion, ou vous adresser au corps enseignant de la CPGE AL à l'adresse mail indiquée. L'adresse mail indiquée, c'est celle de Madame Secrétaire, je l'ai encore mis. J'ajoute encore 2 ou 3 choses. Je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, sur la plupart des lycées
données, il y a une série de classes préparatoires. Donc, nous avons effectivement les scientifiques, les économiques, je n'en parlerai pas, mais nous avons aussi donc, les littéraires. Alors ici, ce dont il n'a pas été question, c'est une autre classe préparatoire littéraire, dite BL. Là, on était en AL. AL, elle est purement littéraire. Mais il y a aussi une BL qui est intermédiaire entre les classes préparatoires économiques et littéraires. Cette BL se distingue par des mathématiques. Il y a des mathématiques à assez haute dose, de 6 heures au programme, et d'un bon niveau en plus. Il y a aussi des sciences économiques et sociales. Voilà, c'est la distinction particulière. Ensuite, effectivement, ce sont des aménagements différents. Donc, elle débouche, bien entendu, sur des concours littéraires aussi, c'est pas une prépa littéraire, mais sur des concours aussi de forte connotation économique. Elle est à cheval, effectivement, entre ces deux filières. Sachant que le concours ENS, par exemple, donc la fameuse école normale supérieure, qui représente toutes les filières, c'est effectivement très difficile, mais il y a aussi une filière spécifique BL. Ensuite, c'est ça le dernier point, au lycée d'Audet, nous avons aussi une classe qui est assez rare en France, qui s'appelle la CPES, donc classe préparatoire aux études supérieures. C'est une classe qui a été développée, je crois qu'elle a une dizaine maintenant en France, qui a été développée pour aider les élèves qui sont en terminale et qui ne se sentent pas au niveau pour passer directement dans les autres prépas. Donc, c'est une classe préparatoire en quelque sorte de remise à niveau, d'acquisition des méthodes, du rythme de travail. Et au bout d'un an, soit les étudiants retournent à la fac, mais à ce moment-là, effectivement, ils ne perdent pas de temps non plus. S'ils ont travaillé, ils ont droit à rentrer en L2, soit ils viennent en classe préparatoire ou d'autres formations. Donc, on les appelle effectivement assez aisément dans d'autres classes préparatoires. Là, il y a autant scientifique que économique que littéraire. Parce que sur la CPES, il y a le vrai toutes les filières. Sachant qu'on adapte effectivement le programme en fonction des vœux des étudiants et que les étudiants sont au maximum 24. J'insiste là-dessus parce que le suivi pédagogique est très prononcé. Un 24, ça permet effectivement aux professeurs de travailler en grande proximité avec les étudiants. Voilà, donc n'oubliez pas l'ABL, prépa littéraire unique, la CPES, et tout cela toujours sur le site de Daudet. Alors, vous avez entendu effectivement 3 interventions très intéressantes et diverses, puisque je crois qu'on vous a présenté beaucoup d'autres classes préparatoires, mais là, c'est vraiment l'essentiel, la majorité des classes. Alors, comme M. Picamol doit nous quitter vers au maximum à 11 heures, si vous avez des questions, les STI 2D, STL, vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez vraiment les personnes qui vont regarder vos dossiers, entre autres. Les 3 personnes ici, M. Cartier, M. Escoffier, M. Picamol, sont des personnes qui regarderont vos dossiers. Donc, si vous voulez avoir des précisions sur comment vous présenter, n'hésitez pas, ou même avoir d'autres propos. Moi, j'ai retenu quand même que vos années de prépa, elles ne sont pas perdues. Vous générez des crédits. Et vous savez que les ECTS, ce sont des crédits qui vous ouvrent les portes au niveau européen, puisque c'est une directive européenne. Et donc, voilà. C'est très, très important. Vous ne perdrez pas de temps au contraire. C'est peut-être quelque chose, une phase très constructive. Donc, je vais laisser la parole à M. Picamol pour peut-être vous apporter des compléments. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur le terme de la démystification. Oui. Je voyais le maître. Tu avais une question? Pardon? D'accord, réfléchis. Oui, donc, ce qu'il faut quand même que vous reteniez tous, c'est toujours pareil, moi je m'adresse essentiellement aux SPI, mais c'est vraiment démystifier ça. Vous ne prenez quasiment aucun risque en venant. Vous avez vu les taux de réussite. Mon collègue a donné des chiffres un peu plus précis que les nôtres, et vous avez des taux de réussite qui sont excessivement élevés. Vous avez entendu, vous avez un encadrement de proximité. Quelle que soit la prépa, on vous tient la main du début à la fin. On n'est pas là avec la cravache des débuts et à vous traiter comme on gagne. D'accord, on vous tient la main, il y a une très grande proximité avec l'équipe enseignante, on fait tout pour que vous réussissiez. Comme l'a dit M. Escoffier tout à l'heure, les rares élèves qui n'ont rien eu, c'est qu'ils ont fait souvent des choix qui ont pointu. Ça nous arrive. Nous aussi, l'an dernier, on a un élève, il y a 2 ans, un élève qui n'a pas eu, qui n'a rien eu. C'est exceptionnel. Mais il voulait une école. Donc, il a pris un énorme risque. Bon, mais c'est pas passé. Et cet élève, qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti à l'université pendant 2 ans. Et l'école qu'il voulait, c'était l'école des mines. Il a fait 1 an à l'école des mines,
à l'université, il est rentré à l'école des mines par un dossier. Donc, ça confirme ce qu'on dit, c'est que c'est exceptionnel de ne rien avoir en fin de prépa, et que si ça se produit, bah, la vie n'est pas terminée. Vous prenez des chemins différents, mais vous réussissez tous très très bien. Donc, il n'y a pas de risque. Il faut, si vous avez l'ambition de faire une filière qui correspond à ça, allez-y, n'hésitez pas une seconde. C'est une chance incroyable. Vous regarderez les chiffres, les élèves de classe préparatoire coûtent une fortune à la nation. C'est-à-dire que la nation elle investit beaucoup d'argent pour vous. Donc, profitez-en. Est-ce que, profitez, franchement, vous avez les trois pointures, je ne peux pas dire autrement, des maîtres d'œuvre, j'ose dire, dans leur spécialité. Donc, n'hésitez pas, selon votre section actuelle, n'hésitez pas à leur poser des questions. Non, tout était clair? Ah. Pour le lycée Dumas, les ministères, ça se passe toute l'année ou il y a des dates spécifiques? On essaie de concentrer ça jusqu'aux journées portes ouvertes. D'ailleurs, je voulais préciser qu'ils sont le 5 février. Donc, c'est en ce moment, là, actuellement, les derniers qu'on a inscrits sont autour du 21-22 janvier, quelque chose comme ça. Donc voilà, mais il ne faut pas trop tarder, quoi. Parce qu'après, il y a Parcoursup. Donc, c'est quand même maintenant qu'il faut. Donc, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mot et je vous inscris assez rapidement et ça peut se faire fin janvier. Juste, je reviens un tout petit peu sur les ECTS, bien entendu, vous les obtiendrez si vous validez votre semestre. Parce que sinon, il faut valider toutes les épreuves, donc de la première année, deuxième année. Parmi vous, qui sont tentés par le parcours du CPGE? Alors moi, je voudrais bien savoir pourquoi, c'est bien, pour animer un petit peu cette séance. Alors, moi, ça m'intéresse parce que j'aimerais être ingénieur chimiste. Et du coup, ça me paraît être une voie utile, passer par un PCSI et pour ensuite continuer dans le domaine de l'ingénierie chimique. Donc là, on a vraiment honte à voir. Oui, donc la PCSI, effectivement, vous faites de la chimie en première année. Ensuite, en deuxième année, nous, à Mistral, donc, on a la filière PSI qui ressemble plus à la première année, donc avec des maths, de la physique, des sciences de l'ingénieur. D'ailleurs, au propos des sciences de l'ingénieur, il y a très peu de lycéens qui en font. Donc, tout le monde démarre à zéro au niveau des sciences de l'ingénieur. Donc, au niveau de notre classe prépa, on a très peu d'étudiants qui en ont déjà fait ici. Donc, vous, si vous venez en PCSI, à Mistral, donc on n'a pas la deuxième année PC. Là, c'est vraiment pour les gens qui aiment beaucoup la chimie. Et donc, on a des conventions avec d'autres lycées. Donc, ça peut être le Nîmes, ça peut être souvent aussi Cézanne, Annexe. Voilà. Donc, on ira en deuxième année PC. Et après, effectivement, il y a beaucoup de place dans les jeux de chimie. Il y a quelque chose d'intéressant là-dessus, que je n'avais pas pensé, je crois bien d'aborder le sujet, c'est que quand tu fais partie des rares, parce qu'ils ne sont pas nombreux, et les étudiants qui veulent faire ça, et tu sais que tu peux faire la chimie. Et un des avantages de la prépa, c'est que ça vous laisse 2 ans pour y réfléchir. C'est quand même assez rare de recevoir des étudiants, souvent des étudiants qui arrivent et disent « Moi, j'aimerais être ingénieur ». Si on leur demande pourquoi, vous savez souvent pas trop. Mais ça vous laisse 2 ans pour y réfléchir, parce qu'il y a des tas de prospectus, vous allez échanger avec des anciens, ceux qui sont au-dessus de vous, ils commencent à avoir l'habitude, et ça vous laisse le temps de changer. Et si j'avance cette question, c'est parce que certains d'entre vous se posent toujours la question des prépas intégrés, surtout pour les voies scientifiques. Il y a des écoles qui proposent des prépas, à ce qu'on appelle des pseudo-prépas. C'est bien, mais c'est un entonnoir. C'est-à-dire que si vous choisissez une école, quand vous rentrez dedans, vous êtes coincé dedans. Alors qu'en prépa, vous avez 200 écoles, vous avez le temps de changer d'avis 50 fois. Et quand je disais, mon collègue a parlé des groupes de concours, nous, c'est un peu plus réduit, on en a que 2. Et quand vous inscrivez, vous avez accès à plein d'écoles. Vous inscrivez pas à une école. Quand vous faites un groupe d'écoles, après, vous aurez le choix, c'est l'histoire des points. Donc, si vous avez cartonné, que vous avez beaucoup de points, vous aurez peut-être accès à 100 écoles. Vous choisirez après, vous ferez ce que vous voulez. Je rebondis juste une seconde aussi sur ces prépas intégrés. C'est donc des prépas qui sont internes, entre guillemets, aux écoles. L'avantage, j'insiste, comme a dit mon collègue, sur les prépas classiques pour nous, vous avez 2 ans pour réfléchir, il y a des forums, il y a des visites d'école, il y a des anciens qui reviennent, etc. Vous avez 2 ans pour améliorer le projet. Nous, sur les 35 élèves de première année, il y en a 3 ou 4 qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, les autres ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est 2 ans pour réfléchir. Et
croyez pas non plus que c'est pas intégré, il y a beaucoup de monde, hein, prenez l'INSA, il y a 20% des élèves qui sont injectés au bout de 2 ans. Donc voilà, il y a aussi une grosse masse de travail, c'est loin d'être gagné. Et ces écoles en 5 ans de prépa intégrée sont en général aussi bien contentes de récupérer des élèves de prépa classique sur dossier la plupart du temps ou sur concours. Donc vous ne vous barrez pas d'école en venant en prépa classique. Vous récupérerez aussi ces écoles-là à l'issue des 2 années. J'aimerais savoir, quand on fait SVT, physique, chimie et maths complémentaires, est-ce qu'il y a des difficultés à rattraper les maths quand on va en prépa, de manière générale? Alors, l'année dernière, donc ça c'est nouveau vu la réforme du lycée, l'année dernière on a classé, je crois, une dizaine de dossiers qui étaient comme vous, donc physique, SVT, maths complémentaires avec de très bonnes notes. Je crois qu'il n'y a pas eu de personnes qui sont venues finalement en prépa dans notre classe. Je crois qu'on n'a que des maths physiques en première année. Donc j'aurais du mal à vous répondre. Après, ça ne me semble pas infaisable si vous avez de très très bonnes notes en maths au niveau des maths complémentaires. Voilà, c'est vrai qu'avec cette réforme du lycée, il faut choisir de manière plus précoce. Donc on se dit que c'est un problème à signaler depuis longtemps, on comme ça. Du coup, si vous avez de très bonnes notes en maths, envoyez votre dossier. Nous, on aurait aimé faire l'expérience justement de 2 élèves, 3 élèves, voir ce que ça donne en prépa. Donc, ça peut être très intéressant si vous souhaitez candidater. Il faut quand même savoir que la première année de classe préparatoire a quand même vocation à consolider les acquis de la terminale. Bon, même si vous apprenez des choses nouvelles, mais c'est quand même, c'est aussi censé lisser parce que comme on recrute un peu dans toutes les sections, donc le but c'est de ramener tous les élèves à peu près au même niveau pour après attaquer le noyau dur en deuxième année. Donc normalement, effectivement, je pense que si vous êtes sérieux, mais bon résultat, il n'y a pas de raison que ça passe. D'ailleurs, vis-à-vis des spécialités, j'ai souvent la question sur les maths expertes. Il n'y a absolument pas d'obligation de faire maths expert pour rentrer en prépa. Je pense que c'est vivement conseillé pour la MPSI, qui est très maths. Nous, il y a un tout petit peu moins de maths, et je crois que cette année, c'est moitié-moitié entre ceux qui ont fait maths expert et ceux qui n'ont pas fait maths expert. Donc, le discours qui consiste à dire sans maths expert, vous n'irez pas en prépa, c'est absolument pas vérifié. Voilà. C'est un plus, mais pas du tout indispensable. C'est pour savoir, est-ce que les concours ils sont ouverts à toutes les prépas ou c'est selon les prépas qu'on on a accès à certains concours? Alors, les concours sont ouverts, bien sûr, à toutes les prépas. D'ailleurs, le programme est national. Vous faites exactement la même chose que vous soyez en prépa à Lille, à Marseille ou à Paris ou à Avignon. Après, sachez que, donc c'est ouvert bien sûr à toutes les prépas, sachez que toutes les écoles recrutent sur toutes les filières. Donc, votre camarade parlait par exemple d'une école de chimie. Évidemment qu'une école de chimie, elle va prendre peut-être 100 personnes en PC, 10 en PSI, 10 en MP, etc. Inversement, une école de maths appliquée va prendre plus de MP. Bon, prenez les arts et métiers, elle prendra un peu plus de PSI, mais les écoles recrutent sur toutes les filières et les filières ne sont pas en concurrence entre elles. Donc, c'est-à-dire que les élèves qui sont en PSI, ils sont entre élèves de PSI. Les LP entre LP, les PC entre PC. Donc, vous avez accès à la totalité des écoles, quelle que soit votre classe préparatoire et quelle que soit la filière que vous choisissez. Après, bien sûr, il y a des colorations sur les écoles, mais vous fermez absolument aucune école et j'imagine que c'est pareil en TSI. La seule petite restriction, c'est qu'en fait, il faut que vous regardiez s'il y a une école dont vous rêvez, il faut regarder cette école et publier le nombre de places pour chaque section. Donc, si par exemple c'est une école vraiment très pointue en chimie, ils ne vont pas recruter sûrement des MPSI qui sont spécialisés en maths. Donc, il faut prendre une petite orientation au niveau de la section. Mais voilà, c'est tout. Mais effectivement, je confirme. Ce n'est pas une question vis-à-vis des sciences, mais c'est plutôt pour la prépa qui est à faculté. Oui, j'aimerais savoir, j'ai jamais fait de latin, est-ce que je peux être pénalisée sur ce point-là, parce que du coup, j'aurais peut-être un retard sur les élèves qui ont déjà étudié le latin. Non, peu d'élèves ont du latin, aujourd'hui, donc effectivement, vous allez être orienté vers le groupe des grands commençants, on dit. Vous allez confirmer des grands commençants. Donc, en fait, il y a 2 profs de latin, pour ceux qui en ont déjà fait et pour ceux qui n'en ont pas fait. Ceux qui sont grands commençants, les plus nombreux, sont avec un prof d'origine allemande qui a épousé le français et le latin, il est remarquable, et il fait vraiment progresser tout le monde. Donc, à la fin de l'année, vous êtes au même niveau que ceux qui sont déjà confirmés.
Alors moi, je voulais quand même vous rappeler que nous avons, quand je dis 3 classes préparatoires, plusieurs dans ces 3 établissements, mais nous avons la grande chance d'avoir 3 établissements proches de la ville. Et dans des villes, je dirais moyennes, donc des villes familiales. Je pense à Alès, c'est une ville vraiment très agréable où on trouve tout, mais qui a une dimension relativement, je dirais, familiale et qui est très accessible, qui propose beaucoup de choses. Avignon, c'est effectivement peut-être une référence, mais c'est aussi une ville moyenne qui va vous permettre de réaliser beaucoup de choses. C'est une ville accessible qui est aussi familiale. Et Nîmes, c'est pas une assez grande ville que ça, c'est une ville qui est moyenne aussi. Et nous avons quand même ce triangle qui est vraiment très fort entre Alès, donc Avignon et Nîmes. Donc ça, pensez-y, parce que vous avez entendu que vous pouvez tout trouver dans ces villes-là. Sportifs, culturels, et j'en passe, mais vraiment très accessible. Moi, je connais les 3, il y a des moyens de transport qui sont très agréables dans les 3. Il y a des résidences universitaires très agréables aussi, et pas très chères. J'ai oublié tout à l'heure de spécifier que lors de la conférence sur le CROUS et Parcoursup, vous pouvez bénéficier de beaucoup d'aides, ce qui veut dire qu'un loyer peut-être, si je prends une somme de 500 €, c'est quelque chose que vous pourrez largement combler entre les aides financières, entre les bourses. Il y a à gratter beaucoup de subventions, beaucoup d'aides, même au niveau européen. Donc, la contrainte, vous ne la situez pas là. Imaginez 3 villes moyennes agréables, vous trouverez un logement, mais vous avez toutes les aides derrière nécessaires pour faire en sorte que ça ne vous coûte, alors peut-être pas directement à vous, mais à vos parents, que ça ne vous coûte pas grand-chose. Voilà. Je vais laisser le mot de la fin à chacun des intervenants, parce que je ne vois pas ce qu'on peut rajouter. Je crois qu'on a à peu près tout vu, mais peut-être que chacun veut conclure cette intervention. Moi, dans tous les cas, je vous remercie tous ici pour la simple et bonne raison que si vous êtes restés, c'est que vous êtes intéressés et que vous avez compris qu'une classe préparatoire, c'est de la rigueur, c'est du respect et c'est du travail. Donc, par rapport à nos intervenants, moi, je vous remercie parce que ils ont quand même fait l'effort de venir vous voir à peu près quasiment 50 km chacun. Quelque chose près, entre 46 et 52, je crois, quelque chose comme ça. Donc, Monsieur Picamol, je vous laisse le mot de la fin. Oui, mais avant de conclure, je voudrais dire une dernière petite chose pour encore mettre une couche sur le fait que les classes préparatoires sont faites pour tout le monde. Tu me corrigeras si ça ne fonctionne pas comme chez vous, mais je pense que c'est le cas. Quand on recrute des gens, je vous disais tout à l'heure qu'on ne cherchait pas forcément des petits génies pour accepter des gens qui étaient moyens, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on recrute des élèves, il y a un contrat moral entre nous. Quand on recrute quelqu'un, on a de fortes certitudes sur le fait qu'il va réussir. Et quand on dit réussir, c'est sûr que quand on voit classe prépa, on s'imagine concours, grandes écoles, polytechniques. C'est clair que tout le monde ne peut pas aller là. C'est vrai pour nous et c'est vrai pour nous. Donc, il y a certains élèves chez nous, je ne vais pas vous mentir, ils n'auront pas beaucoup d'écoles sur concours. Et ils le savent, on le sait, il n'y a pas de tableau dessus. Seulement, on les prépare à avoir une école sur dossier. C'est-à-dire que ce sont des élèves qui sont très moyens, mais ils bossent dur, ils jouent le jeu, ils auront de très bonnes appréciations, et ces élèves, ils auront une école sur dossier. D'accord? Donc, tout ça pour dire qu'encore une fois, si vous n'êtes pas hyper solide, ne vous freinez pas avec ça. Vous n'aurez peut-être pas Polytechnique ou, je ne sais pas, une ENS, etc. Il y a des écoles qui recrutent sur dossier, et vous serez ingénieur en rentrant par une voie qui s'appelle la voie par dossier, au lieu d'être cours. Et voilà, ça n'a rien de déshonorant, vous serez ingénieur quand même. D'accord? Donc, ça fait partie du contrat, il n'y a pas d'ambiguïté. Le filtre, c'est au bout de la première année. Si vraiment on sent que vous n'allez pas réussir, là, bon, on en parle, on dit qu'il vaut mieux envisager une orientation. Mais si on vous laisse passer, c'est quasiment garanti, vous avez les chiffres, 98 quelques %, il n'y a aucune raison
pour moi, le mot de la fin, c'est n'hésitez pas une seconde. Si vous êtes là, c'est que vous avez l'ambition et que vous êtes motivé, et ben, vous foncez sur Parcoursup, hein, d'accord? Et vous êtes patient. Oui, n'hésitez pas, si vous êtes sur liste d'attente, attendez, soyez patient. Voilà, merci. Oui, moi j'aurais donné une conclusion. Oser la prépa, elle s'adresse à tout le monde, motivé, avec des résultats corrects, voire de bons résultats bien sûr. Au niveau des écoles, il n'y a pas que Polytechnique et Centrale Paris, il y a 250 écoles. Si vous êtes très brillant, vous aurez un top 10 ou top 20 des écoles. Voilà. Tout le monde n'ira pas à Centrale Paris, on est d'accord. Mais il y a 250 écoles. Quand on fait le forum, on a les retours des anciens qui sont dans plein d'écoles différentes, de travaux publics, de génie civil, de chimie, d'informatique, tout ce que vous voulez. Ils y réussissent très bien, ils ont été bien formés en prépa, ils gardent en général un très bon souvenir de la prépa, ils viennent à notre forum, donc ils sont contents de ce qu'ils ont reçu une formation. Ils sont ingénieurs, c'est des études sérieuses, c'est validé par la commission des titres, ce sont de belles écoles d'ingénieurs. Donc, vous trouverez une place en école d'ingénieur, et si vous êtes très brillant, tant mieux, vous êtes le top du top, mais sinon, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'y a absolument pas de risque particulier à aller en classe préparatoire. Et puis, dernière chose, comme l'a dit M. Anne, pensez donc à la proximité. Il n'y a pas forcément besoin d'aller à 300 km à s'agglutiner à Montpellier ou à Lyon avec des loyers qui sont impossibles. Donc, il y a de la place à Avignon, il y a de la place à Alès, il y a de la place à Nîmes. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller faire 4 heures de train le dimanche soir et le vendredi soir pour faire une classe. Même discours sur le fond, ne vous censurez pas. N'allez pas croire que vous n'êtes pas à la hauteur, donc remplissez un dossier à Parcoursup, le maximum d'ailleurs de dossiers, hein, pour avoir un maximum de choix. Allez voir tous les établissements, allez voir les sites, regardez un petit peu un complément d'information. Voyez effectivement, venez aux portes ouvertes, puisqu'il y en a plusieurs établissements. Tentez pourquoi pas l'immersion, c'est intéressant aussi. Hein. Vous voyez avec l'administration du lycée pour vous inscrire. Tout ça, à mon avis, ça va vous convaincre. Pour le reste, je crois que tout a été dit. Une porte ouverte à Mistral, vous les aurez sur le site. Alors moi, je voulais rajouter que ces 3 professeurs m'ont accordé de mettre les diaporamas sur le site jmfbagnole.fr. Donc ça, je vous le répète. Le seul site qui va nous permettre d'aller sur la plateforme école, celle d'aujourd'hui, et revoir en replay cette conférence, comme toutes celles qui ont été filmées pendant la période du 16 novembre au 16 décembre. Donc, vous avez un lien sur la page d'accueil et vous avez aussi un lien sur notre chaîne YouTube où j'ai mis des vidéos beaucoup plus développées que m'ont fait parvenir les professeurs. Moi, j'ai quand même une dernière question à vous 3, parce que c'est une question qui est souvent posée. On parle d'Erasmus+. L'année de césure en classe préparatoire est-elle possible? Est-ce que vous avez déjà eu le cas ou pas? Je crois quand même que le cursus étant réduit à 2 ans, peut-être que c'est compliqué. Non, après l'année de césure, le fait de faire autre chose, le fait d'aller à l'étranger, etc., ça c'est en école. Une fois que vous êtes en école. Mais il n'y a pas de césure entre, disons, la terminale et la prépa. Voilà. Vous êtes 2 ans, c'est à 5 ans, sur regardez vos rythmes, restez bien dedans. Et après, en école, vous ferez plein de choses différentes, notamment des césures à l'étranger qui sont possibles. Ouais. C'est pareil chez Oui, c'est ça. Parce que nous avons eu une conférence sur l'Europe et effectivement, il y a une année de césure qui peut être aussi rentable au niveau langue. Nous n'avons pas parlé des langues sur les 3 types de classes préparatoires, mais je crois que c'est très important et que pratiquement d'être bilingue français et anglais, déjà, c'est quelque chose de très, très important, je pense. Donc, il y a je passe la parole à monsieur Cartier. Oui, sur cette année de césure, nous avons eu 2 ou 3 cas ces dernières années. Donc, le motif, c'est qu'aller à l'étranger pour pratiquer les langues. Mais ensuite, effectivement, le retour en classe préparatoire ne s'est jamais fait. Bon, on n'a que 3 cas ciblés, mais effectivement, c'est très peu parce que le rythme de travail est quand même très élevé. Il n'y a pas que les langues. Donc, français, philo, histoire, latin, tout ça. Alors, aller pratiquer l'anglais aux États-Unis ou en Angleterre, c'est une bonne chose si on veut devenir effectivement prof de langue. Mais le retour en classe prépa est très, très difficile. Ça ne s'est jamais fait. Pour les 3 cas que je pense.
J'avais une dernière réflexion, je ne vais pas trop vous retenir, mais concernant zut, j'ai mangé ce que je voulais dire pour vous. Ça va certainement me revenir. Non, je voulais parler de... Ah oui, bien entendu. Si vous allez aux portes ouvertes de ces 3 établissements, vous m'avez déjà entendu parler de la lettre de motivation. Je voudrais revenir là-dessus parce que ces 3 professeurs ont vraiment l'habitude de lire les lettres des élèves. N'allez pas chercher ou faire des copier-coller sur Internet. Ça ne sert à rien et votre lettre sera repérée immédiatement comme une lettre qui ne vient pas de votre personnalité. Vous vous présentez, vous parlez comme vous, en fait, vous écrivez comme vous parlez. C'est le plus important. N'allez pas chercher des sites de synonymes pour améliorer votre vocabulaire, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que vous vous présentiez d'une manière simple et que vous parliez simplement. Après, l'intérêt, bien sûr, de la réception, il faudra le dire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du CIO, à partir du mois de janvier, on va mettre en place des ateliers en collaboration avec le lycée Einstein. Et donc, vous pourrez vous inscrire et nous allons, je crois, mettre en place une dizaine d'ateliers pour vous permettre de développer votre lettre de motivation. Parce que c'est très important. C'est une lettre aussi qu'on regarde. Et pourquoi je parle de ça? C'est que sur cette lettre, pour compléter vos dires, vous pouvez peut-être aussi séduire les classes préparatoires en disant « Je suis allé aux portes ouvertes et j'ai découvert que… » Et voilà. Donc ça veut dire que les portes ouvertes aussi, c'est un point très intéressant à mettre dans votre lettre de motivation. Et dans la lettre de motivation également, tout ce que vous avez pu faire pour découvrir le post-bac, il faut l'exprimer. D'accord? Mais exprimez-le avec votre vocabulaire. Et surtout, comme vous avez utilisé le traitement de texte, je sais que certains sont mis à plusieurs confs et vous l'avez entendu. Vous avez utilisé un traitement de texte et les fautes d'orthographe, en général, les mots sont vagués de rouge dessous. Donc, posez-vous la question, s'il y en a 15 ou 20, il y a peut-être un petit problème. Donc, utilisez le correcteur d'orthographe. Ça n'ira pas jusqu'à l'accord parfait du participe passé, mais à la limite, moi je dirais, on s'en fiche. Mais en revanche, essayez de faire une lettre avec le moins de fautes d'orthographe possible. D'accord? Et oui, je sais, c'est un peu compliqué, mais vous avez toutes ces aides-là, hein, et rapprochez-vous de vos parents aussi pour essayer de comprendre pourquoi je dois accorder ça, etc. etc. D'accord? Bon, de parents, amis, et en tous les cas, le CIE, on sera là pour vous aider à ce niveau. Je vous remercie donc, mesdemoiselles, messieurs, pour votre attention, le fait d'être resté tout le temps avec nous. Et je remercie M. Picamol, je remercie M. Escoffier et M. Cartier, parce que vraiment l'intervention était parfaite.